Je vais utiliser le micro baladeur, comme ça sera plus facile. Ok, donc je crois qu'on a résumé l'essentiel de la conférence déjà. Donc, moi, j'ai passé toute ma vie à travailler sur des animaux. En fait, j'ai jamais travaillé en clinique, comme ça a été dit, mais je me suis beaucoup intéressé et j'ai collaboré avec des gens, j'ai beaucoup discuté avec des gens. Et une des questions qu'on nous pose, évidemment, comme chercheurs fondamentaux, très souvent, c'est à quoi est-ce que ça sert tout ça, d'étudier la différenciation sexuelle chez la caille. Et en fait, ça sert à se poser des questions, à trouver des principes fondamentaux, et puis à essayer de voir après si ça s'applique dans l'espèce humaine, ce qui est tout de même ce qui intéresse la plupart des gens. Donc on va discuter aujourd'hui de cette question de savoir si le cerveau masculin est identique au cerveau féminin et quelles sont les conséquences. On abordera trois questions principales. D'abord, y a-t-il des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes? Il y a encore pas mal de gens qui le nient, contre toute évidence, mais la position inverse est encore très très présente en France, où on pense qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. S'il y a des différences, et je vais vous démontrer qu'il y en a, en tout cas essayer de vous convaincre, quelle est leur origine? Est-ce que c'est l'environnement, l'éducation différentielle des petits garçons et des petites filles qui jouent bien entendu un rôle? Mais où est-ce qu'il y a une origine qui est partiellement biologique? Et enfin, est-ce que tout ceci a des conséquences au niveau de la société et de ce qu'on doit, comment on doit l'organiser? Oups, alors ça va trop vite. Bon, alors en fait, il faut bien se rendre compte que dès le départ, dès la formation des premières cellules de l'embryon, il y a des différences entre les garçons et les filles, entre les mâles et les femelles. Bon, il y a des chromosomes sexuels qui sont représentés ici. Alors en fait, bon, vous savez probablement, les femmes sont XX et les hommes sont XY. Sur le chromosome Y, il y a une centaine de gènes qui sont exprimés uniquement chez les mâles. Sur XX, il y a 1500 gènes grosso modo. Alors ils sont aussi présents chez l'homme, mais comme il y a deux chromosomes X, bah, il doit y avoir une surexpression chez la femme. Alors il y a un mécanisme évolutif qui a fait que cette surexpression est bloquée, mais il y a une inactivation d'un des X, mais malgré tout, il y a 350 gènes, le système est parfait, il y a 350 gènes qui échappent. Donc dès le départ, vous avez 450 gènes grosso modo qui vont s'exprimer de façon différentielle chez un mâle et chez une femelle, chez un homme et chez une femme, ça vaut pour tous les mammifères. Et ça, que ça soit dans le foie, dans le muscle ou dans le cerveau. Donc ça fait une différence majeure si on sait qu'il y a environ 22 000 gènes. Donc il y a déjà une grosse différence entre l'homme et la femme. Alors est-ce que tout ça affecte le cerveau? Ben, la réponse est oui, bien évidemment. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, on a accumulé une masse de données qui montre qu'il y a des différences qui affectent tout ce que j'ai listé ici. Alors tout ça est repris dans le bouquin, je ne sais pas vous parler de tout évidemment en une heure, mais bon, je vais vous parler des choses qui sont en rouge. Donc il y a des groupes de neurones différents, le volume total est différent, la substance blanche, la substance grise sont différents, la connectivité est différente, l'activité lors de tâches spécifiques, etc., etc. Et comme on vient de vous le dire, c'est quelque chose en fait qui a apparu relativement tardivement. Le premier papier démontrant une différence entre le cerveau d'un mâle et d'une femelle chez un vertébré, donc en général, c'est un papier qui est dû à Fernando Nottebohm, travaillant à la Rockefeller University à New York, et qui a montré que chez le canari justement et chez le diamant mandarin, qui est l'autre espèce présentée ici, il y a toute une circuiterie nerveuse que je ne vais pas passer mon temps à vous détailler, mais il y a toute une circuiterie nerveuse qui contrôle le champ, et cette circuiterie est plus développée dans les cerveaux mâles que dans les cerveaux femelles. Avant ça, on pensait qu'il n'y avait aucune différence, et en fait, on a vu ça au départ, et on s'est dit, bon, est-ce que c'est général? Il faut aller voir plus loin. Alors, il y a toute une série de chercheurs qui se sont mis à travailler là-dessus à partir de 1976. Je ne vais pas tout vous présenter, je vais vous présenter juste un exemple ici qui revient des travaux de Dick Swab à l'Université d'Amsterdam et qui a montré que ce noyau qu'on appelle le BNST, ça n'a pas d'importance pour ce qui nous intéresse ici, est en fait beaucoup plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Donc il n'y a pas besoin de faire des mesures détaillées et ça se confirme évidemment statistiquement si vous faites des mesures sur un grand nombre d'individus. Alors, on a pensé pendant longtemps que le cerveau des hommes était plus volumineux que celui des femmes, mais que c'était simplement dû à la différence de stature en moyenne, que les hommes étant plus grands en moyenne, ils avaient un plus grand cerveau. Maintenant, vous avez ici une dia qui vous analyse ces données de façon un peu plus intelligente, en prenant la taille du cerveau, la masse du cerveau, en fonction de la taille. Et vous voyez que quelle que soit la taille, bien évidemment, les hommes restent au-dessus des femmes en taille de cerveau.
et la différence est d'environ 100 grammes aux différentes tailles qu'on peut observer. Donc il y a une différence. Ça ne veut pas dire que les hommes sont plus malins, parce que la taille n'est pas une mesure d'intelligence. Einstein avait un tout petit cerveau, mais ça veut dire qu'il y a une différence au départ. Et cette différence, elle est en fait présente dès la naissance. On peut montrer que dès la naissance, il y a un volume intracrânien qui est plus grand de 6% chez les garçons que chez les filles. Et alors ceci concerne de façon différentielle différentes régions du cerveau. Ce n'est pas qu'il y ait plus de tout chez les garçons, il y a plus dans certaines régions et moins dans d'autres. Alors je vous ai listé ici 3 régions. Alors on entre tout de suite dans de la terminologie qui est un petit peu indigeste, mais ce n'est pas spécialement important le détail. Donc il y a des zones, par exemple, impliquées dans les processus sensoriels qui sont plus développés chez les garçons que chez les filles, mais d'autres impliquées dans le self-control ou dans l'intérêt social qui sont plus développés chez les filles que chez les garçons. Et ceci, c'est après correction pour le poids à la naissance, qui n'est pas très différent d'ailleurs. Il n'y a pas une grosse différence de poids à la naissance entre les petits garçons et les petites filles. Donc c'est dès la naissance, ce n'est pas les expériences postnatales qui vont induire cela. On a pu aussi depuis quelques dizaines d'années, peut-être 10-15 ans, étudier in vivo sur des individus vivants la connectivité qu'il y a entre différentes parties du cerveau. Alors ça se fait par des techniques d'imagerie médicale assez sophistiquées et on peut ainsi reconstruire les projections majeures qui existent entre les différentes régions du cerveau. Je vous montre ici une seule dia qui vient d'une étude donc, qui a été publiée en 2014 et qui était basée tout de même sur 400 hommes et 500 femmes. Donc ce n'est pas une étude anecdotique. Et cette étude montre que chez les hommes, préférentiellement, les connexions sont antéro-postérieures, alors que chez les femmes, elles sont préférentiellement latérales, donc entre les deux hémisphères. Ce n'est pas du tout ou rien, évidemment, c'est du préférentiel. La dia ici exagère les faits en mettant en évidence ce qui est le plus important. Voilà. Alors ça, c'était quelques exemples, mais on pourrait continuer pendant toute l'heure. Bon, il n'y aura aucune difficulté à avoir des exemples pendant toute l'heure. Alors, conséquence pratique de ceci, toutes les pathologies qui affectent le système nerveux central sont sexuellement différenciées, affectent différentiellement les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Quelques exemples. Bon, l'anorexie nerveuse affecte, autant qu'on sache, 93 femmes pour 7 hommes. Alors on pourrait se dire ça c'est une influence sociale uniquement, bon les magazines de beauté etc. poussent les femmes à faire des régimes et puis après ça déborde patati patata. Mais la puberté précoce, ça c'est pas quelque chose qu'on décide vraiment en fonction des magazines de beauté et c'est 9 femmes pour un homme. L'Alzheimer, alors là on peut mesurer différents aspects, il y en a certains qui sont plus développés chez la femme que chez l'homme, d'autres plus chez l'homme que chez la femme, mais vous voyez qu'il y a de nouveau une différence. Et quand on passe ici à l'autisme, ben, ça c'est une maladie qui est de façon prédominante chez les petits garçons, la dyslexie de la même façon, et les syndromes Gilles de la Tourette qui sont des tics incoercibles, de nouveau c'est prédominant chez les garçons. Donc il y a des différences à tous ces niveaux. Et en fait, ça c'est une sélection. J'ai une autre dia qui est imbuvable évidemment, mais qui vous reprend toutes les maladies qui affectent le système nerveux central, avec les ratios hommes-femmes. Et vous voyez, on passe de 100 pour 0 pour des maladies qui sont entièrement génétiques. Évidemment, ceci, c'est des maladies qui sont entièrement génétiques et qui sont contrôlées par les chromosomes sexuels. Donc évidemment, là, c'est tout dans un sexe, tout dans l'autre. Et entre les deux, ben, vous avez un ratio qui va décroissant, mais en fait, on n'a jamais personne qui est à 50-50. Donc, toutes les maladies sont sexuellement différenciées. On y reviendra plus tard parce que ça a des conséquences importantes au niveau sociétal. Alors, si le cerveau est différent, s'il fonctionne différemment dans la maladie, est-ce qu'il fonctionne différemment quand tout va bien? Donc, est-ce qu'il y a des différences comportementales et des différences cognitives? Alors là, la réponse est oui. Les différences sont relativement subtiles pour pas mal de choses, mais on a pu montrer de façon reproductible que les rotations mentales, par exemple, sont effectivement un peu mieux par les garçons et les hommes que les femmes. Les tâches langagières, les femmes sont supérieures aux hommes dans la majorité des cas. Et je vais juste vous illustrer ça par 2 exemples ici, parce que c'est intéressant, ils peuvent être liés à la testostérone de façon relativement directe, on y viendra plus tard. Et c'est des travaux qui ont été réalisés à l'université de Cambridge par Simon Baron-Cohen,
qui a en fait mis au point des tests qui mesurent d'une part les capacités à l'empathie et d'autre part les capacités à la systématisation. Alors qu'est-ce que c'est la capacité à l'empathie? C'est la capacité à lire dans le visage de votre interlocuteur des expressions. Donc le test essentiellement consiste à présenter des forts grossissements d'une paire d'yeux comme ça et demander quelle est l'expression qui est exprimée par ces yeux. Je ne suis pas très fort à ça, je ne peux pas vous dire quel est le résultat. Maintenant, les tests de systématisation, ben, ça consistait par exemple à demander si cette forme-ci se retrouve dans ce dessin-là. Je ne suis pas plus fort à jouer à ça, parce que j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Et pour vous aider un petit peu, je vous laisse 2 secondes, mais en fait, c'est là. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le trouver aussi. Donc, c'est des tests qui sont relativement sophistiqués. Évidemment, si on fait des tâches qui sont très simples, tous les hommes et toutes les femmes les réalisent de la même façon, mais à partir du moment où on fait des tâches assez sophistiquées, là, on se retrouve avec des différences sexuelles qui sont relativement reproductibles. Alors là, la dernière chose, évidemment, c'est bien évidemment la reproduction est contrôlée de façon différente chez l'homme et chez la femme. Donc la physiologie de la reproduction est différente. Les organes génitaux le sont également, bien entendu. Et alors une autre chose qui est très différenciée, et on en parlera en fin d'exposé, c'est l'orientation sexuelle et l'identité de genre, puisque la majorité des hommes sont intéressés par les femmes par les hommes, et la majorité des XY pensent être des garçons, et la majorité des XX pensent être des femmes. Mais il y a des exceptions. Alors, toutes ces différences dont je vous parle, ce ne sont pas des différences absolues, évidemment. Il y a toujours un recouvrement. Ce n'est pas du blanc ou du noir, c'est du plus ou moins gris. Et vous voyez ici, par exemple, la distribution des volumes totaux du cerveau chez les hommes et chez les femmes. Il y a bien une différence à la moyenne, mais il y a un recouvrement assez important. Et ce recouvrement, ben, il est de l'ordre de 84%, donc des hommes sont supérieurs aux femmes, 92% des hommes sont supérieurs à la moyenne des femmes. Bon, alors on peut mesurer ça par une mesure quantitative qui s'appelle la taille d'index. Bon, c'est la différence entre les moyennes divisées par la variabilité. Bon, je n'entre pas dans le détail mathématique. Cette taille d'index, c'est cette taille d'effet de 1,41. Si on prend les différences sur la mémoire, par exemple, sur une zone du cerveau qui est liée à la mémoire, ben on a une taille d'effet de 0,55. Donc là, le recouvrement est très important. Et on pourrait se dire, bon, ben, tout ceci n'a absolument aucune importance, ça n'a aucune conséquence, il y a recouvrement entre les deux, donc ça n'a pas d'importance. Mais si vous prenez une distribution comme ça et vous analysez l'agressivité, par exemple, et on sait que l'agressivité, les hommes sont plus agressifs que les femmes, en moyenne, et la différence est de cet ordre-là, une taille d'effet de 0,4, 0,5. Donc les hommes sont un peu plus agressifs que les femmes. Mais évidemment, quand vous arrivez dans les gens les plus agressifs sur la droite, vous avez de plus en plus d'hommes dans la proportion. À la fin, vous n'avez plus que des hommes. Est-ce que ça a une conséquence? Oui. Si vous regardez les taux d'incarcération dans tous les pays du monde en fonction du sexe ratio, donc combien d'hommes, combien de femmes sont incarcérés pour actes violents, vous vous rendez compte que, mis à part les 2-3 premiers où vous avez 15-20% de femmes, female prisoners, à partir de ici, vous êtes à moins de 10% de femmes prisonnières. Et ça, je ne vous ai pas tout mis, mais ça vaut pour les 221 pays qui sont listés dans le monde. Donc il y a toujours 9 fois plus d'hommes que de femmes en prison pour des actes agressifs. Et tout ça avec une différence d'agressivité qui est faible, mais qui évidemment a des conséquences sociales, parce que les extrêmes deviennent importants. Alors tout ça étant dit, bon, il y a des différences, ça j'en suis intimement persuadé, des tas de gens le sont, d'autres ne le sont pas et contestent, mais on peut en discuter éventuellement plus tard. La question qui se pose alors évidemment, c'est quelle est l'origine de ces différences? Est-ce que c'est quelque chose qui est strictement biologique? Est-ce que ça dépend d'une génétique différente? Je vous ai montré qu'il y avait des différences de gènes. Est-ce que ça dépend des imprégnations hormonales précoces et des effets d'hormones à l'âge adulte dont on vous a parlé dans l'introduction? Ou est-ce que ça dépend de la socialisation, de l'éducation, de l'environnement, etc. Alors, c'est une question qui est très difficile à étudier dans l'espèce humaine, puisqu'il est impossible de faire des expériences sur ça. Évidemment, on ne peut pas modifier génétiquement les individus, bien qu'on sache le faire maintenant technologiquement.
On ne peut pas les castrer, les traiter avec de la testostérone, ni in utero, ni à l'âge adulte, etc. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des études cliniques et essayer de corréler les modifications de ces différences génétiques avec des perturbations endocrines dont on sait qu'elles sont présentes, ou alors corréler différents traits différenciés entre eux pour voir s'ils sont autocorrélés. Tout ça est évidemment corrélatif, et si on veut faire des expériences causales, on est obligé de travailler sur l'animal. C'est ce que j'ai fait pendant une bonne partie de ma carrière. Alors, un des modèles qui est largement étudié chez l'animal, c'est le comportement sexuel du rat. Un rat mâle et un rat femelle, quand vous les mettez dans une cage ensemble dans le laboratoire, mais on va faire des choses très différentes. Vous voyez, le mâle ici commence par renifler la région anogénitale de la femelle pour voir si elle est en chaleur, puis il va la monter. La femelle va adopter une posture de réceptivité sexuelle qu'on appelle la lordose, et puis finalement, il y aura accouplement. Alors, on a pensé pendant bien longtemps que ces différences entre mâles et femelles étaient liées au fait que les mâles avaient de la testostérone à l'âge adulte et les femelles n'en avaient pas. Elles avaient de l'œstradiol et de la progestérone. Mais en fait, depuis 1900, le premier papier c'est 1969, après ça s'est confirmé, on sait que ce n'est pas ça l'explication. L'explication, elle réside dans l'exposition hormonale à laquelle a été soumis le rat pendant la période embryonnaire. En fait, c'est la fin de la vie embryonnaire, c'est la dernière semaine prénatale et la première semaine postnatale. Alors, comment est-ce qu'on le sait, comment est-ce qu'on a démontré? Vous prenez un rat mâle, vous le traitez pas, vous faites rien, vous le castrez à l'âge adulte, vous lui remettez de la testostérone, il va montrer des comportements sexuels de type mâle. Il va monter la femelle, vous enlevez la testostérone, vous remettez de l'œstradiol, la progestérone, il ne montrera pas de comportement femelle. Donc ce comportement de lordose ici, un rat mâle ne le montrera jamais. Inversement, une femelle, si vous ne faites pas de traitement pendant le développement, elle est incapable à l'âge adulte de montrer du comportement de type mâle en réponse à la testostérone, mais elle va montrer les comportements de type femelle en réponse à une séquence œstradiol-progestérone qui est caractéristique de son cycle hormonal de 4 jours. Maintenant, si vous interférez avec ça pendant la dernière semaine avant la naissance, donc vous traitez les femelles avec de la testostérone ou pour ceci de l'œstradiol, cette femelle va être masculinisée, c'est-à-dire qu'elle va maintenant pouvoir montrer les comportements sexuels de type mâle en réponse à la testostérone à l'âge adulte, mais elle sera devenue incapable de montrer les comportements de type femelle. Et vous pouvez faire la manipulation inverse, vous castrez les mâles à la naissance, et ce mâle maintenant n'est plus masculinisé, il ne sait plus montrer les comportements de type mâle, et il montre les comportements de type femelle. Donc vous avez complètement inversé le sexe comportemental des individus, par des manipulations qui ont lieu au moment de la naissance et qui ne continuent pas après. Donc c'est une influence qui est irréversible sur toute la vie de l'individu. C'est extrêmement important c'est un concept extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les effets organisateurs des stéroïdes qui se produisent au moment où le cerveau s'organise, se différencie, et quand c'est fait, c'est fait. Et il n'y a pas de retour en arrière. Donc tout ça a conduit à un modèle de différenciation sexuelle qui a en fait été proposé d'abord par Alfred Jost à Paris à propos de caractères morphologiques, mais qui a été étendu par la suite aux caractères comportementaux. Donc au départ, vous avez un sexe génétique qui est différent, XX, XY. Sur le chromosome Y, il y a un gène qui va induire la formation d'un testicule, enfin de 2 testicules dans le meilleur des cas. Ces 2 testicules vont sécréter des hormones, en particulier la testostérone, et c'est ça qui va induire et hormones qui sont sécrétées pendant la fin de la vie embryonnaire et le début de la vie postnatale, et c'est ça qui va induire les caractéristiques phénotypiques, donc les caractéristiques comportementales à l'âge adulte, et la morphologie génitale en plus. Alors vous me direz, tout ça est très bien, mais c'est des rats, des souris, ça ne m'intéresse pas énormément. Alors, mais tout ceci vaut également pour l'homme, évidemment. Alors, tout d'abord, personne ne met en doute le fait que c'est la testostérone prénatale qui induit les différences de morphologie génitale. Donc si vous avez un embryon ou un fœtus dans les premières semaines de vie, les structures génitales, c'est quelque chose comme ça. Vous avez un tubercule génital, des replis, vous avez l'anus ici. Et sous l'influence de la testostérone, ces structures qui sont au départ indifférenciées, qui sont les mêmes chez les petits garçons et les petites filles, enfin chez les embryons féminins et masculins, va se transformer. Le tubercule génital va grandir pour former progressivement un pénis. Les 2 replis génitaux vont se fusionner pour faire un scrotum dans lequel descendront les testicules ultérieurement. Chez la femelle, chez la femme, mais ça vaut aussi pour le rat et la souris,
Les structures restent relativement semblables à ce qu'elles étaient au départ. Donc le tubercule génital va donner le clitoris et les replis génitaux vont former les petites lèvres et les grandes lèvres. Donc tout ça, c'est connu, on peut le manipuler chez le rat ou chez la souris, chez le singe, choisissez votre espèce. Est-ce qu'on sait que ça marche aussi chez l'homme? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de maladies endocrines qui font que la sécrétion endocrinienne va être perturbée pendant la vie embryonnaire. Alors il y a des filles que j'ai notées HCS ici, c'est l'abréviation pour hyperplasie congénitale des glandes surrénales. C'est un mot un peu compliqué pour dire que les glandes surrénales, en fait, il y a une mutation dans les glandes surrénales qui ne savent plus produire de corticostéroïdes et de glucocorticoïdes, mais qui vont à la place produire des androgènes, donc de la testostérone, des produits semblables à la testostérone. Donc ces petites filles sont exposées à trop de testostérone pendant la vie embryonnaire. Et elles vont naître avec des structures génitales qui seront masculinisées. Inversement, il y a une mutation du récepteur aux androgènes, du récepteur à la testostérone. C'est la molécule par laquelle la testostérone se lie dans les cellules pour réduire ses effets. Cette mutation, donc, a une sensibilité incomplète ou complète aux androgènes. Et ces petites filles, ces petits garçons, qui vont naître en n'ayant pas d'action de la testostérone, vont avoir des structures génitales complètement féminines. Alors, on étudie donc ces cas cliniques et il y en a toute une série qui permettent de voir si cette testostérone embryonnaire a des effets. Je vous l'ai listé ici, mais on n'en parlera que d'une ici, donc de nouveau cette hyperplasie des surrénales. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de testostérone pendant la vie embryonnaire, mais à la naissance, on se rend compte parce qu'il n'y a aussi pas de corticoïdes et donc il y a des problèmes métaboliques. On traite pharmacologiquement pour bloquer cette sécrétion de testostérone en redonnant des corticoïdes. Et très souvent, si les structures génitales sont très masculinisées, on opère les petites filles pour recréer des structures génitales féminines. Et après ça, on dit aux parents, cette petite fille, c'est une fille, c'est un individu XX et il faut l'élever comme fille. Alors, est-ce que tout ça a un impact? Dans la petite enfance, on a pu montrer que les garçons et les filles font des dessins qui sont en moyenne extrêmement différents. Bon, les garçons dessineront des véhicules très souvent avec des couleurs froides, du bleu, du vert. Les filles dessineront des papillons, des personnages, des soleils, etc. Alors ça a l'air schématique comme ça, mais ça a été quantifié. Voilà une étude ici qui a été faite au Japon, qui est publiée en 2001, et qui montre par exemple que dans les dessins de garçons, on retrouvera dans 92% des cas des objets mobiles, alors qu'on ne le retrouvera que dans 4% des dessins féminins ou de petites filles. Et ça, c'est sans aucune instruction concernant ce qu'il faut faire. Et inversement, des personnes, il y en aura dans 96% dans les dessins de filles et dans 26% dans les dessins de garçons, etc. Donc toutes les étoiles ici indiquent des différences qui sont significatives entre garçons et filles. Alors, à quoi est-ce dû? Est-ce que c'est de la socialisation déjà dans le petit âge, etc. Partiellement peut-être, mais en fait, si vous étudiez maintenant les dessins qui sont faits par des filles qui ont eu trop d'androgènes donc pendant la vie embryonnaire et qui ont des structures génitales masculinisées, vous voyez que ces dessins ressemblent furieusement à des dessins de garçons. Donc, ils ont été masculinisés. Et à ce moment-là, elles ne sont plus exposées à de la testostérone, elles l'ont été pendant la vie embryonnaire. Les jeux enfantins, tout le monde est persuadé évidemment que les garçons, tout le monde sait que les garçons jouent avec des ballons et des voitures, les filles à la poupée, à la dinette et avec des fleurs, etc. Et tout le monde se dit, c'est parce qu'on leur offre ces jouets-là et on les leur donne et on a induit le phénomène. C'est en partie vrai, il y a une partie de ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui est plus fondamental et qui précède ça. Et alors on le sait de deux façons. D'une part, parce que si on fait la même expérience avec des singes et qu'on leur donne toute une série de jouets comme ça, qui sont des jouets de garçons ou des jouets de filles, les femelles vont choisir les pluches, et on voit ici une femelle qui est en train d'épouiller sa pluche, alors que les mâles vont choisir les voitures et les faire rouler, etc. Et ça, c'est avec des objets qu'ils n'avaient jamais vus avant le jour du test. Ça a été fait dans 2 laboratoires différents, sur 2 espèces de singes différents. Par ailleurs, si vous regardez les dessins qui sont faits spontanément, donc on revient aux dessins qu'on avait fait. Non, ce n'est pas les dessins, mais le résultat serait le même pour les dessins. Mais ici, je vous montre les jeux. Si vous regardez les jeux spontanés que prennent les garçons et les filles, si vous les laissez entrer dans une pièce où il y a 20 jeux disposés en cercle, et vous voyez ce qu'ils vont prendre. Vous
voyez que les garçons vont prendre très majoritairement des jeux de garçons et les filles ne vont pas prendre beaucoup de jeux de garçons. Les filles prennent des jeux de filles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les filles, donc il y a les jeux de garçons, contrôle, les jeux de garçons beaucoup plus chez les garçons que chez les filles, mais ces filles qui ont été exposées à trop de testostérone pendant la vie embryonnaire prennent des jeux de garçons de façon presque égale à des garçons endocrinologiquement contrôle. Et inversement, vous voyez chez les filles contrôlent qui prennent des jeux de filles, mais si elles ont été exposées à de la testostérone pendant la vie prénatale, elles vont diminuer très très fort pour revenir au niveau des garçons. Donc tout ça suggère qu'il y a effectivement une influence de l'hormone pendant la vie embryonnaire qui va différencier des comportements qui se retrouveront évidemment à quelques années d'âge. Alors on ne sait pas très bien s'il y a eu une influence sociale à ce moment-là, bien entendu, mais l'influence sociale ne peut pas expliquer l'effet d'hormones. Alors on sait évidemment que les garçons ont plus de testostérone que les filles pendant la vie embryonnaire. Bon, on ne peut pas faire d'expérience spécifique pour le tester, mais on a les amniosynthèses qui sont faites de temps en temps pour des raisons médicales, et moyen d'aller récupérer les échantillons, on peut y doser la testostérone. Il y en a plus chez les garçons que chez les filles, bien qu'il y ait du recouvrement, c'est toujours cette différence avec recouvrement, ça on en reparlera des tas de fois. Et alors si vous reprenez maintenant, ça c'est deux résultats qui viennent donc du labo de Baron Cohen à Cambridge. Si vous reprenez maintenant les performances au niveau du test d'empathie et que vous corrélez ça avec la testostérone fœtale qui a été mesurée à mi-grossesse, vous vous rendez compte qu'il y a d'abord les rouges ici, les filles ont moins de testostérone que les garçons. La testostérone est ici, les garçons sont à droite, les filles sont à gauche, grosso modo. Mais il y a aussi une corrélation négative qui est faible, mais qui est tout de même significative, entre le taux de testostérone prénatal et le niveau d'empathie. Donc, plus de testostérone, moins d'empathie. Et si vous faites la même mesure pour la systématisation, donc ici le test a été repéré le nombre de triangles, etc., vous retrouvez toujours vos filles qui ont moins de testostérone que les garçons, qui sont ici des triangles, mais vous avez une corrélation relativement belle entre le taux de testostérone fœtal et le résultat des tests de systématisation réalisés à l'âge adulte. Donc tout ça vous suggère qu'il y a une influence de la testostérone pendant la vie embryonnaire, la vie fœtale, qui va se retrouver encore pendant l'enfance et qu'on retrouvera d'ailleurs à l'âge adulte également par d'autres moyens. Alors je vais parler de l'orientation sexuelle un petit peu, j'avais introduit le sujet, mais on va maintenant parler un peu plus de ça en détail. Donc l'orientation sexuelle est bien entendu une caractéristique sexuelle qui est fortement différenciée dans l'espèce humaine. Vous avez entre 80 et 90% des individus qui sont intéressés sexuellement, qui sont hétérosexuels, intéressés par l'autre sexe. Et puis vous avez une population complètement homosexuelle dont le pourcentage varie selon les méthodes d'études, les périodes, etc. Mais ça tourne entre 2, 3 et maximum 8-9% selon la façon dont on définit l'homosexualité, si on est très strict ou pas très strict, comment on gère les interviews, etc. Alors, est-ce que ce caractère qui est très différencié, c'est un des plus différenciés dans l'espèce humaine, dont la taille d'effet ici, je vous ai parlé de 0,4 pour l'agression. Ici, on parle d'une taille d'effet de 6 à 8. Donc, il y a une très, très grosse différence entre les hommes et les femmes. Est-ce que ça pourrait être lié également à des différences au moment de la différenciation sexuelle? Alors, de nouveau, donc, on retrouve toutes nos maladies ici qu'on peut utiliser, les maladies hormonales, les maladies endocrines, qu'on peut utiliser pour tester cette idée, et je vais vous parler de deux cas, pour les filles en hypertrophie et un pour les garçons en extrophie cloacale. Bon, il y a eu toute une série d'études, il y a plein d'études qui ont essayé d'évaluer l'incidence d'homosexualité féminine chez les filles qui ont été exposées à trop d'androgènes pendant la vie embryonnaire. Et je vous présente juste une dia qui est un résumé, il y en a des tas d'autres.
les chiffres varient d'une étude à l'autre parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres fiables, mais il n'en reste pas moins que les différences vont toujours dans le même sens. Ici, on avait grosso modo, selon Kinsey, 10% de femmes avec attraction homosexuelle chez les individus contrôle, et chez les individus ayant été exposés à trop d'androgènes pendant la vie embryonnaire, ben vous aviez 40%, quasiment 38% d'individus qui se déclaraient soit homosexuels, soit bisexuels, donc qui n'étaient pas strictement homosexuels. Et il y avait en plus une vingtaine, 20-25% de personnes qui refusaient de répondre à ce genre de questions. Les raisons peuvent varier, mais on peut imaginer qu'elles étaient aussi pas très à l'aise avec le problème. Ceci dit, il restait 40% de femmes qui étaient complètement hétérosexuelles dans les femmes exposées à trop d'androgènes pendant la vie embryonnaire. Donc ce n'est pas du tout ou rien, mais c'est une influence. On a par contre une espèce de tout ou rien dans un autre cas qui concerne les garçons maintenant, et c'est les cas d'extrophie cloacale. Alors c'est une maladie qui affecte les enfants pendant le développement et qui fait qu'en fait il y a une malformation génito-urinaire et ces enfants naissent sans bas-ventre essentiellement. Alors classiquement, on a décidé, enfin on faisait des corrections chirurgicales pour restructurer, recréer des structures génitales, et comme chirurgicalement c'est beaucoup plus facile de faire des structures génitales de filles que de garçons, évidemment, ils étaient réassignés à un sexe de fille, quel que soit leur sexe génétique. Et on a ici 6 ou 7 cas, on a 7 cas je crois, 4, 5, 7, oui, on a 7 cas de garçons, donc des individus XY qui sont nés mais sans pénis et sans structure génitale, à qui on a créé des structures génitales féminines. Il faut dire que cette maladie-là a une cause non endocrine, les testicules sont normaux, donc ils sécrètent de la testostérone pendant la vie embryonnaire. Et donc, bien que ces garçons aient été réassignés à un sexe féminin, dans ces cas-ci, à la naissance essentiellement, dans ces cas-là un peu plus tard, on se rend compte que l'identité de genre que ces individus ont adoptée à l'âge adulte était mâle dans tous les cas sauf un, et l'attraction sexuelle, donc l'homo-hétérosexualité, était une attraction pour les femelles, pour les femmes, dans la majorité des cas, dans presque tous les cas, il y a un prédominant ici. Ce qui veut dire que bien que ces individus soient élevés comme des petites filles depuis la naissance, le fait qu'ils aient été exposés à de la testostérone pendant la vie prénatale, et par ailleurs qu'ils soient XY, parce qu'il y a peut-être des influences génétiques directes en plus, fait qu'ils ont réadopté une orientation sexuelle à l'âge adulte qui est vers les femelles, c'est-à-dire une attraction de type masculine. Alors ça, c'est un des types de données qu'on peut utiliser. Il y a toute une série de maladies comme ça qui sont décrites dans mes bouquins. Il y a une autre approche qu'on peut faire chez l'homme pour voir si ce qu'on a vu chez l'animal avait des chances d'être vrai chez l'homme. Et c'est en fait d'essayer de corréler l'orientation sexuelle des individus à des caractéristiques dont on sait chez l'animal et parfois chez l'homme qu'elles sont sexuellement différenciées sous l'effet de la testostérone pendant la vie embryonnaire. Il y a toute une série de choses dont on sait qu'elles se développent sous l'influence de la testostérone de façon différentielle chez les embryons masculins et féminins. Alors la liste des choses qui ont été étudiées et reprises ici, et je ne peux pas évidemment vous montrer tous les résultats, ils sont dans le bouquin. Hein. Alors les tâches cognitives, ça c'est très compliqué parce que les différences sont minimes entre garçons et filles, donc c'est très difficile. Mais à ce niveau aussi, par contre, on a des choses qui sont nettement plus marquantes. Alors je vais vous montrer deux exemples. Le premier concerne les émissions auto-acoustiques. Alors de quoi est-ce qu'on parle ? En fait, l'oreille est évidemment l'organe de l'audition, c'est avec ça que vous entendez, mais en fait, il y a aussi des petits clics qui se font dans l'oreille en réaction au son extérieur. Et vous ne les entendez pas, ces sons-là, ils sont relativement faibles, et comme vous êtes dedans, c'est comme le bruit de l'univers, vous ne l'entendez pas. Mais ces clics sont présents chez tous les individus, et on peut, moyennant de mettre un microphone relativement sensible dans l'oreille, les enregistrer. Et on a pu montrer de façon très convaincante et reproductible que ces clics, donc ces émissions auto-acoustiques, le chercheur qui a fait ça, c'est Dennis McFadden à l'université d'Austin, ces émissions auto-acoustiques sont plus fréquentes, au moins 2 fois plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes.
C'est une différence qu'on retrouve d'ailleurs chez l'animal. On peut faire des émissions auto-acoustiques chez le mouton ou chez le singe et on retrouve cette différence sexuelle. Mais les femmes lesbiennes, donc les femmes qui sont avec une orientation masculine, une orientation sexuelle de type masculin, sont attirées par d'autres femmes, ont une diminution tout à fait significative de ces émissions auto-acoustiques, suggérant qu'elles ont été influencées par la testostérone prénatale. Je ne vous ai pas dit que chez l'animal, on avait pu montrer qu'en injectant de la testostérone, pendant la vie prénatale, on abaissait la fréquence de ces émissions auto-acoustiques. Un autre exemple maintenant chez l'homme. Je vous ai dit tout au début de l'exposé qu'on avait retrouvé dans le cerveau toute une série de structures qui étaient sexuellement différenciées, donc qui étaient plus volumineuses dans un sexe que dans l'autre. Et une de ces structures est située dans l'aire préoptique, en fait, donc c'est la zone qui est ici devant ou au-dessus du chiasme optique. Et on regroupe là-bas toute une série de petits noyaux, des petits groupes de cellules. Et il y en a un en particulier qu'on a appelé le noyau l'INA3, alors c'est le noyau intercalaire de l'hypothalamus antérieur numéro 3, donc INA3 suffira. On a pu montrer que ce noyau était 2,5 fois plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Et dans un échantillon d'homosexuels californiens, on a pu montrer que ce noyau était en moyenne de taille féminine. Maintenant, un certain nombre de remarques à ce niveau-là. D'une part, vous voyez qu'il reste de la variabilité individuelle. Les points sont de la variabilité individuelle. Donc, il y a des femmes qui ont des noyaux plus grands que des hommes. Donc, ça ne peut pas tout expliquer. Dans les homosexuels, c'est la même chose. On sait que ce noyau chez l'animal se développe sous l'influence de la testostérone pendant la vie prénatale. Chez l'homme, on ne le sait pas parce qu'on ne peut pas faire l'expérience. Mais on suppose que c'est la même chose parce qu'il y a toute une série de modèles animaux, la souris, le rat, le singe, le mouton, où ce noyau se développe sous l'influence de la testostérone prénatale. On pense que c'est le cas. Alors on a critiqué ce travail aussi parce que la plupart des individus, enfin tous les individus les individus homosexuels étaient morts du sida. C'est une étude qui a été réalisée en 1993 ou 93 à San Francisco, à l'époque où l'épidémie de sida flambait. Et donc on a critiqué l'étude en disant que c'était le sida qui avait abaissé le volume de ce noyau, mais il y avait aussi des individus affectés par la maladie dans le groupe contrôle, et ils étaient apparemment dans la norme des distributions. Alors ceci donc est une autre preuve indirecte, un autre argument indirect suggérant qu'il y a une influence de la testostérone prénatale qui pourrait être corrélée à l'orientation sexuelle. Alors pour finir, il y a aussi des influences génétiques et épigénétiques. Alors on sait de façon indubitable que la génétique influence l'orientation sexuelle. Et comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce qu'on peut comparer l'orientation sexuelle de vrais jumeaux et de faux jumeaux. Alors, les vrais jumeaux donc, sont nés d'un même œuf et spermatozoïde qui s'est divisé ultérieurement pour donner 2 embryons et 2 fœtus. Les faux jumeaux, c'est des jumeaux qui résultent de la fécondation de 2 ovules par 2 spermatozoïdes et qui ne sont pas plus semblables donc, que 2 frères ou sœurs qui seraient nés à des moments différents. Ils ont juste été portés dans l'utérus au même moment. Et alors on peut comparer comme ça, donc c'est ce qu'on a les vrais jumeaux, c'est ce qu'on appelle les univitellins, il n'y a qu'un vitellus, et les bivitellins, c'est des faux jumeaux. Et on a vu la première étude qui a analysé ça, s'est rendu compte qu'il y avait 100% de concordance d'orientation chez les vrais jumeaux pour 10% chez les faux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 100% de concordance? Ça ne veut pas dire évidemment que les vrais jumeaux sont tous homosexuels. Ça veut dire que si un l'est, l'autre l'est aussi. Évidemment, il faut tout de même mettre ça à son niveau. Alors, ce résultat n'a jamais été retrouvé, mais progressivement, au cours des années, il a été reproduit toute une série de fois. Et en moyenne, on avait une statistique ici qui était de 63%, je crois, de concordance contre 17 ou quelque chose comme ça. Cette étude a été nuancée et les chiffres ont encore tendance à s'abaisser depuis. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours une meilleure concordance chez les vrais que chez les faux jumeaux, ce qui suggère qu'il y a un facteur génétique. Alors ce facteur génétique, on tente de l'isoler depuis maintenant 20-25 ans. Et on n'a toujours pas une réponse. Alors on a toute une série de localisations chromosomiques
qui sont liées à l'orientation sexuelle, mais on n'a pas une réponse unique. Et il est clair à ce stade-ci que ce n'est pas un gène qui détermine l'orientation sexuelle, mais c'est toute une série de gènes qui ont chacun une petite influence. On a pu montrer, la dernière grosse étude qui a été faite, qui se basait sur plusieurs milliers de cas, montrait que 18 à 25% de l'orientation sexuelle était d'origine génétique, mais chaque gène individuel, ce n'était même pas des gènes, c'était chaque locus individuel dans les chromosomes, n'expliquait que 3 ou 4% de la variance au maximum. Donc c'est quelque chose qui est polygénétique de toute évidence. Le dernier phénomène qui montre que l'orientation sexuelle se détermine avant la naissance, selon toute probabilité, et ce phénomène ici qu'on appelle l'effet grand frère ou l'effet des frères plus âgés. Il y a 2 chercheurs au Canada qui étudient ça depuis maintenant au moins 30 ou 40 ans, c'est Bogart et Blanchard, et ils ont pu montrer qu'en fait il y a une augmentation de l'incidence d'homosexualité pour chaque frère né de la même mère avant lui. Donc tous les mots ont leur importance, chaque frère né de la même mère avant lui. Donc si vous démarrez avec un taux d'homosexualité de 10%, pour faire les calculs faciles, c'est probablement 5, mais disons 10, et que vous avez un frère, donc si dans la population il y a 10% d'homosexuels hommes, si vous avez un frère, vous avez 33% de probabilité de plus d'être homosexuel. Donc vous êtes à 10 plus 33%, à 13, 14. Si vous avez 2 frères plus âgés que vous, vous êtes à 16, vous avez 3 frères plus âgés que vous êtes à 20. Donc en fait, ça c'est les données réelles qui montrent, donc, en fonction du nombre de frères plus âgés, le pourcentage d'homosexualité qu'on a dans la population. Alors c'est des populations qui étaient faites pour avoir 50-50, c'est pour ça qu'on arrive à 80% d'homosexuels, mais il n'y a pas 80% d'homosexuels quand on a des frères plus âgés. Alors, on s'est dit évidemment, ces données ont été critiquées énormément, elles ont été reproduites des tas de fois. Maintenant, on est basé sur entre 15 et 20 000 cas, je crois, donc c'est quelque chose qui est établi statistiquement de façon très reproductive. Ça ne vaut pas pour les filles, ça ne vaut que pour les garçons probablement. Alors, on a évidemment critiqué ça, les psychologues se sont rués là-dessus, on dit, mais c'est parce que vous êtes élevé avec d'autres garçons, etc., ça a tendance à réduire l'homosexualité. Mais on a pu montrer que si on a une famille où le père divorce, il épouse une nouvelle femme après, tous les enfants qui naîtront après ne seront pas affectés. La femme qui est primipare, qui est nullipare, recommence à 0 son compteur. Si les enfants qui sont nés après n'ont pas d'influence non plus, c'est les enfants qui sont nés avant. Les filles nées avant ou après n'ont pas d'influence. On a dit c'est l'âge de la mère, parce qu'il est bien évident que si vous avez eu 4 garçons, vous êtes plus âgé en moyenne que si vous n'en avez eu qu'un. Mais comme l'étude est basée sur des dizaines de milliers de cas, on peut, par technique mathématique, des régressions partielles, extraire l'âge de la mère de l'influence, et elle n'a pas d'effet en fait. Et l'âge du père non plus, parce qu'on assigne maintenant toute une série de pathologies éventuellement à l'âge du père, il n'y a pas que la mère qui est responsable, mais ça n'a aucune influence. La seule influence, c'est à 7 pour 1000 que le nombre de frères plus âgés. Alors on a beaucoup spéculé sur quel était le phénomène qui expliquait ça. On s'est rendu compte que ces enfants qui sont nés de frères plus âgés, qui sont nés après des frères plus âgés, ont des poids à la naissance et des tailles de cerveau qui sont légèrement diminuées. C'est une centaine de grammes de poids à la naissance, c'est pas important, mais c'est statistiquement significatif. Et on en est arrivé à l'idée qu'il y avait en fait une influence hormonale, une influence immunitaire plutôt, qui probablement expliquait le phénomène. Et l'idée est que la mère qui porte un enfant de sexe masculin in utero va développer des anticorps contre un certain nombre de protéines qui sont des protéines spécifiquement masculines. Comme il y a toute une série de protéines sur le gène Y, évidemment, il y a une série de protéines qui ne sont que chez l'embryon mâle, chez le fœtus mâle. Alors, on a logiquement essayé d'éliminer toute une série de protéines en se disant qu'est-ce qui est sur Y, qu'est-ce qui pourrait influencer le développement du cerveau, qu'est-ce qui génère des anticorps, etc. Et les chercheurs en question, donc toujours les mêmes, se sont finalement focalisés sur une protéine qui s'appelle la neuroligine 4 liée au chromosome Y, donc un LGN4Y ici, donc c'est pas important, c'est une protéine qui est impliquée dans la communication entre les neurones. Et ils ont pu montrer en fait que les anticorps contre cette protéine augmentaient dans le sang de la mère progressivement à chaque nouveau-né
qui était de sexe masculin. Et ces anticorps restent jusqu'à la fin de la mère. Certaines mères avaient, dans l'étude, avaient 70 ou 80 ans, il y avait toujours des taux d'anticorps élevés. Et c'est ces anticorps qui éventuellement induiraient une augmentation de l'homosexualité. C'est une hypothèse à l'heure actuelle. Tout ce qu'on sait donc maintenant, c'est qu'on a toute une série de faisceaux d'arguments qui suggèrent des influences hormonales, des influences génétiques et des influences immunitaires sur le développement de l'orientation sexuelle. Et à côté de ça, par contre, on n'a quasiment rien qui montre des effets de l'environnement, de l'éducation, des modèles, etc. Il n'y a apparemment aucun effet détecté à l'heure présente. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, évidemment, mais on ne l'a jamais trouvé à l'heure actuelle. Alors, conséquences pratiques de tout ça, ce que je vous ai dit d'abord pour l'orientation sexuelle, ça vaut probablement aussi pour l'identité de genre, encore que là on sache moins bien où on en est, mais c'est probablement vrai. Et il y a donc des variations d'orientation et d'identité sexuelle ou d'identité de genre qui sont largement d'origine biologique. Pour le moment, on a beaucoup d'arguments pour dire que c'est biologique et que c'est prénatal, biologique prénatal. On a zéro argument pour dire que c'est social, que c'est éducationnel. Et donc il est vraisemblable que ces caractéristiques sont impossibles à modifier, exactement comme le comportement des rats que je vous ai montré tout au début de l'exposé, qui quand ils ont été exposés à la testostérone sont masculinisés et ne pourront plus changer de sexe phénotypique ultérieurement. C'est probablement vrai pour l'orientation sexuelle. On sait d'ailleurs que toutes les thérapies de conversion sont des échecs absolument retentissants qui amènent les gens éventuellement à la dépression et au suicide, mais ne changent jamais leur orientation sexuelle. Alors, ça ne doit pas être modifié. Les enfants ne sont en rien responsables de la chose puisque c'est la biologie qui a déterminé le phénomène. Et les parents, l'éducation que les parents ont donnée ne sont pas responsables non plus, évidemment, que ça peut déculpabiliser de façon importante. Je vous ai montré par ailleurs que toutes les maladies du système nerveux étaient sexuellement différenciées, mais c'est vrai aussi pour des tas d'autres maladies, et c'est vrai aussi pour la pharmacodynamie de toute une série de composés. On sait par exemple que le zolpidem qui est utilisé qui est donné aux gens qui ont du mal à dormir est métabolisé beaucoup plus rapidement par l'homme que par la femme. Toutes les études cliniques ont été faites jusqu'à présent sur des hommes pratiquement parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de traiter des femmes qui seraient enceintes sans qu'elles ne le sachent. Mais le zolpidem à une dose masculine, donné le soir à une femme, va la mettre le lendemain matin dans un état où elle est encore partiellement endormie, elle peut avoir des accidents de voiture, etc. Donc il est urgent maintenant de s'occuper de réaliser des études cliniques et précliniques dans les deux sexes. C'est d'ailleurs maintenant une exigence du département de la santé américaine, le NIH, et la communauté européenne a mis les mêmes exigences. Donc il n'y a plus aucun crédit qui est accordé maintenant en sciences biomédicales si vous n'étudiez pas les deux sexes, à moins d'avoir une justification de ne pas le faire, évidemment. Bon, si vous étudiez le cancer de la prostate, il n'y a aucune raison d'inclure des femelles ou des femmes dans l'étude. Et Claudine Junien, qui a beaucoup commenté ce problème-là, elle a écrit à ce sujet-là. Il y a un bouquin qui a été écrit par Peggy Sastre sur le sujet, etc. Donc tout ça, c'est un problème évidemment important. Si on se rend compte qu'il y a des différences entre les sexes, il est important d'en tenir compte, tant au niveau de la gestion de choses comme l'orientation sexuelle, que de la gestion de la santé. Alors ça, c'est des conséquences pratiques qui, à mon sens, sont impossibles à contourner. Il y a d'autres conséquences pratiques qui sont beaucoup plus discutables, évidemment. Bon, d'une part, il faut bien se rendre compte que l'amplitude des différences que j'ai montrées est limitée. Il y a toujours recouvrement. Ça n'implique donc pas qu'on puisse discriminer les sexes en fonction d'aptitudes particulières. Bon, je vous ai dit que les hommes sont en principe plus doués en moyenne pour les rotations mentales. Ça ne veut pas dire qu'une astronaute ne peut pas un astronaute peut pas être de sexe féminin, parce qu'il y a des femmes qui seront plus douées que les hommes, puisque les courbes se recouvrent. Donc il n'y a aucune raison de discriminer à ce sujet-là. Maintenant, il y a une autre chose qui est assez interpellante dans la société, c'est qu'on se rend compte que les femmes et les hommes s'engagent en moyenne dans des carrières qui sont significativement différentes. Alors vous avez ici une étude parmi des tas d'autres
qui vous montre le nombre de doctorats qui ont été attribués en 2015, je ne sais plus, mais c'est aux États-Unis. Et vous voyez qu'il y a une prédominance assez nette des femmes dans les études de santé, dans les études liées à l'éducation, à l'administration publique, aux sciences sociales et comportementales, pour venir alors ici dans le business, sciences physiques, sciences mathématiques et ingénieurs, à une prédominance importante des garçons. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'insurgent là-dessus, s'insurgent contre ça, et qui disent qu'il faut absolument changer ça. Et il est vrai, bien entendu, que dans des choses aussi subtiles que ceci, l'éducation joue un rôle important. Les conditions dans lesquelles les études se font jouent un rôle important. On a montré par exemple de façon très très claire que si vous donnez un test de dessin ou un test pratique en disant que c'est un test de géométrie, les garçons le réussissent mieux que les filles, mais si vous dites que c'est un test de dessin, la différence disparaît. Donc le contexte est extrêmement important. Mais il n'empêche pas moins qu'il y a des prédispositions et des intérêts préférentiels qui, à mon sens, sont probablement préexistants. Et vouloir obtenir l'égalité parfaite, ce que voudraient certaines personnes, à mon sens, c'est un leurre, et en plus n'a pas d'intérêt, parce que c'est non seulement des aptitudes, mais c'est aussi des aspirations et des intérêts personnels qui sont différents. Et pourquoi ne pas les laisser s'exprimer ? Étant entendu évidemment qu'être ingénieur n'est pas supérieur à être médecin, c'est juste différent. Donc je pense qu'il faut peut-être garder en mémoire ceci. Si vous reprenez encore ceci, bon, les filles exposées à trop de testostérone pendant la vie prénatale choisissent des carrières de type masculin beaucoup plus que les autres. Donc il semblerait qu'il y ait un effet à ce niveau-là aussi. Mais ça, évidemment, c'est un problème de société extrêmement complexe et on peut en discuter éventuellement si vous le voulez. Voilà, ben merci pour votre attention. Donc tout ceci est repris dans Quand le cerveau devient masculin, qui a été publié juste avant le Covid, et donc on n'a pas eu vraiment la campagne de publicité qu'il voulait. Mais Humaine Science a décidé de le republier en format poche récemment, donc voilà. Et pour ce qui est spécifiquement de l'orientation sexuelle, alors il y a ce bouquin qui a été republié en début d'année, ou au début de l'année dernière, qui avait été publié déjà en 2010, mais qui a été aussi republié après être mis à jour, etc., pour des raisons diverses. Merci beaucoup, et s'il y a des questions, voilà. Oui, je crois qu'il faut que le micro passe, parce qu'on enregistre les questions pour la vidéo, donc voilà, je vous le passe. Oui, en ce qui concerne la prévalence de certaines pathologies, donc chez le mâle, la prévalence de pathologies comme oui, dyslexie, etc. Oui. Est-ce que ça a été étudié, cette prévalence, si elle est conservée chez les homosexuels? Est-ce qu'on a des... C'est une bonne question. J'essaie de réfléchir et je ne pense pas qu'il y ait de données à ce sujet, non. Évidemment, on parle d'une population qui est 4-5% de la population humaine, les homosexuels, et les maladies, c'est aussi quelques pourcents. Donc le croisement des deux fait qu'obtenir des données cliniques est extrêmement compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait de données, je n'en ai jamais vu en tout cas. Mais c'est une approche intéressante, évidemment, et on pourrait le faire pour les homosexuels et aussi pour les personnes transgenres, évidemment, qui ont été probablement différenciées de façon un peu différente. Mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse. Moi, je ne l'ai pas en tout cas. Alors, oui, c'est très compliqué, parce qu'en homosexualité, en fait, je ne vous en ai pas parlé, mais on a des modèles animaux. On peut modéliser ça en traitant les animaux avec de la testostérone en périnatale, etc., et voir quelles sont leurs attractions sexuelles à l'âge adulte. En transidentité, on ne sait pas faire ça, puisqu'on ne sait pas demander à un rat de quel sexe il pense être. Et donc, on n'a aucune donnée à ce niveau-là. Tout ce qu'on sait, c'est que toute une série de facteurs dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui influence l'orientation, influence également l'identité sexuelle. Maintenant, dans la transidentité, il y a deux aspects. Il y a les transidentitaires précoces qui révèlent leur transidentité à 2-3 ans en général et qui très souvent auront une attraction sexuelle qui est typique de leur genre et pas de leur sexe. Donc un homme qui se pense femme va être attiré
par les hommes parce qu'il va être androphile, quoi. On parle d'androphilie et de gynéphilie à ce moment-là parce qu'on ne sait plus parler d'homosexualité hétérosexuelle, ça dépend quelle est la référence qu'on prend. Et donc ceux-là, évidemment, la transidentité se superpose complètement au changement d'orientation sexuelle et donc on ne sait pas différencier les deux. Quand on a des transgenres tardifs, alors là, parfois, ils restent attachés au sexe, ils restent attirés par le sexe qui est le sexe qui aurait été celui de leur naissance, quoi. Dans ceux-là, on pourrait essayer de séparer, mais il y en a en fait très très peu de ce type-là. Voilà. Vous avez une question derrière vous? Oui, un dernier. L'empathie qui était donc également plus importante chez les... L'empathie qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Bon, à un moment, on parlait des neurones miroirs, etc., pour la relation avec l'empathie, ou je ne sais pas quoi, mais enfin bon, est-ce qu'on a, on a vu déjà des raisons, est-ce qu'on a l'hypothèse des raisons de cette empathie la différence d'empathie, quel est le mécanisme nerveux, le mécanisme central? Non, si ce n'est que il y a une des diates au début de l'exposé où je vous ai montré qu'il y avait des régions du cerveau qui étaient un peu plus volumineuses chez l'homme que chez la femme. Et les régions du cerveau qui sont impliquées qui sont préférentiellement impliquées, parce qu'on n'a plus un cerveau mosaïque, on a des tas de régions, vous savez que tout interfère évidemment, etc. Mais il y a des régions tout de même qui s'allument en imagerie médicale quand on a une tâche de type empathie. Ces régions sont un peu plus développées chez la femme que chez l'homme. Donc on a une ébauche d'explications, mais vraiment c'est pas grand-chose. Je crois qu'il y a une question derrière vous. Madame voudrait bien le micro. Oui, c'est... Oui, à quoi est dû qu'un embryon reçoit plus de testostérone ou l'inverse pour devenir l'orientation sexuelle de laquelle il naît? Disons qu'il y a plusieurs explications à ça. Vous avez d'une part les cas où il y a hyperplasie des surrénales. Alors ça, c'est un cas clair. Évidemment, on a le mécanisme là, parce qu'on a une mutation d'un enzyme qui fait des corticoïdes et qui donc va faire des androgènes. On va faire des androgènes à la place. Donc mais ça, c'est le cas des femmes lesbiennes, de la moitié des femmes lesbiennes au maximum. Au-delà de ça, on peut imaginer, alors il y a différents types d'explications. Des explications environnementales d'abord. Bon, on a montré chez l'animal, chez le rat, très très bien, que le stress prénatal fait chuter la testostérone des embryons masculins et donc que leur masculinisation n'est pas complète. Ça a été montré chez le rat de façon très claire. Chez l'homme, on n'a pas de données très claires. Il y a un chercheur en Allemagne de l'Est dans les années 50-60 qui a étudié des populations, des cohortes de sujets qui étaient nés de 1930 à 1950 en fait. Et il a montré qu'il y avait un pic d'homosexualité qui s'était produit à Berlin spécifiquement en 44-45. Pas besoin de vous décrire Berlin en 44-45, évidemment les maisons étaient rasées à 1 mètre de hauteur. Donc les mères qui étaient gestantes à ce moment-là ont de toute évidence été soumises à un stress intense. Et après ça retombe, donc ce n'est pas parce que tout ça est vu en 1965 évidemment. Alors on aurait pu imaginer que l'augmentation d'homosexualité était liée à une déclaration plus facile, mais ce n'est pas le cas parce que ça retombe. Et donc, il a suggéré que le stress prénatal pourrait être une des raisons également. Maintenant, ce chercheur est banni essentiellement de la communauté scientifique parce qu'il avait aussi des idées extrêmement radicales. Et comme il était en Allemagne de l'Est à l'époque, il proposait de traiter tous les enfants, tous les mâles à la testostérone pour être sûr que, etc. Donc, il est très problématique, mais ces données-là n'ont jamais été affirmées. Alors l'autre piste, évidemment, il y a encore une piste qui sont les perturbateurs endocriniens, dont on a un peu parlé aujourd'hui, et qui sont de toute évidence un problème majeur au niveau de la différenciation sexuelle, parce qu'il y en a des tas qui affectent soit l'action des androgènes, soit l'action des œstrogènes. Et vous avez enfin la génétique, évidemment, il peut y avoir des mutations qui vont modifier l'action de la testostérone. On sait que chez les transsexuels, ça n'a pas été transsexuel
avec orientation sexuelle inversée, il y a des mutations qui existent dans 3 types de récepteurs aux stéroïdes. Les 2 récepteurs aux œstrogènes et le récepteur à la testostérone. Il y a des polymorphismes, je ne peux pas entrer dans le détail technique parce qu'on va perdre tout le monde, mais enfin il y a des modifications dans la structure du gène qui modifient probablement son efficacité. Donc les hormones ne peuvent pas agir parce que le récepteur est partiellement modifié, ou agissent moins bien parce qu'il est partiellement modifié. Mais on n'a pas l'explication finale, on n'a pas la réponse finale à votre question, évidemment. Derrière vous. Bonsoir. Est-ce qu'on a des données sur les individus qui ont l'identité de genre inversée et on va dire l'orientation sexuelle et qui sont homosexuels? Je ne sais pas si je suis clair. Si un homme se sent femme et est attiré par les hommes, oui. Est-ce que, par exemple, il exprime plus de choses qu'un homme qui se sent homme et qui est attiré par les hommes? Et qui est attiré par les hommes? Voilà. Mais donc un homme qui se sent femme et qui est attiré par les femmes. Par les hommes. Par les hommes, pardon. En fait, qui se sent femme voilà. et attiré par les hommes. Ça c'est compliqué. Ça serait pour savoir s'il y a des différences constatées, mesurées entre 2 homosexuels hommes, avec un qui a une identité homme et l'autre qui a une identité femme. Oui, mais vous ne parlez plus de la même homosexualité, c'est ça le problème. Bah, c'est ça qui est compliqué. Un homosexuel homme classique, il est gynéphile. Alors on parle de gynéphilie et d'androphilie. Donc gyné, c'est le préfixe pour féminin et andros pour masculin. Alors un homme contrôle, un homme qui n'a pas d'inversion de genre, qui est attiré, qui est donc... Parce que je suis en train de me perdre. Bon, on prend un homme, il est homosexuel, donc il est androphile. Et alors vous voulez comparer ça à un homme qui serait androphile et qui aurait une identité... Mais qui est féminin, quoi, mais qui a une identité féminine. Oui, on n'a pas assez de cas pour le savoir. Hein. Ce qu'on a, c'est qu'on a des transgenres précoces et qui donc ont une inversion de l'orientation sexuelle aussi. Et eux, on retrouve chez eux ces modifications des récepteurs aux androgènes, aux œstrogènes. On retrouve des modifications dans le fonctionnement cognitif, au niveau des tâches de rotation, par exemple, des choses comme ça. On retrouve des modifications qui sont celles du genre désiré, pas du sexe désiré, du genre désiré. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau manifestement, mais séparer l'orientation de l'identité de genre est très complexe parce qu'on parle de très petites populations. Hein. Les homosexuels, c'est 5%, pour faire gros. En gros, les transgenres, alors ça c'est quelque chose qui est très, très perturbant dans la littérature actuelle. Les transgenres, c'était 1 sur 10 000, 1 sur 30 000, jusqu'à il y a 10 ans. Donc c'était extrêmement rare. Ça, c'est les transgenres qui se présentent à la clinique d'Amsterdam pour changer de sexe, pour faire changer leur structure génitale. Donc c'est des gens qui sont vraiment transgenres au dernier degré et qui en souffrent vraiment. Maintenant, on voit dans la presse des chiffres qui vont jusqu'à 4, 5, 6% d'individus transgenres. Moi, je ne pense pas qu'on parle de la même chose. Je pense qu'on parle de gens, c'est des adolescents en général, il y en a des classes entières. Alors là, c'est probablement un phénomène social. Et c'est des individus qui sont mal à l'aise avec leur genre, mais pas des transgenres qui iraient jusqu'à l'opération et jusqu'au changement de sexe. Alors, pour le moment, c'est un phénomène qui est mal connu, mais même si vous avez 5% de ça et 5% d'homosexuels, les croiser et trouver les populations, etc., ça devient impossible de faire les études, quoi, parce qu'il faut 10 ans ou 20 ans pour avoir un échantillon suffisant. Et je ne sais pas si vous êtes dans la recherche, mais les crédits, c'est 2 ans, 5 ans si vous avez de la chance. Et puis après, il faut repostuler. Souvent, si c'est des crédits européens, vous ne pouvez pas repostuler sur le même sujet. Alors, c'est très, très difficile d'obtenir ce genre de données, quoi. Donc, on ne les a pas. Il y a beaucoup plus de trous que de connaissances dans ce qu'on a au niveau humain. Il faut bien se rendre compte que c'est plein de trous. Et il n'y a rien qui est conclusif, définitif en soi. Il n'y a aucun argument, parce que il y a des gens qui passent leur temps à me contredire. Donc il y a une littérature absolument colossale sur Internet qui contredit tout ce que je dis ici. Et en fait,
c'est souvent vrai, parce que chaque point particulier ne peut pas être démontré formellement. L'influence prénatale de la testostérone, toutes les données sont imparfaites, les influences génétiques, toutes les données sont imparfaites, mais quand vous mettez tout ensemble, pour moi, il est incontournable que l'orientation sexuelle et probablement l'identité de genre sont des phénomènes prénataux. Mais c'est une opinion personnelle, là, ce n'est plus de la science. Et ce que vous montrez est clair. Après, il y a quand même une grosse influence quand même sociale, environnementale. On sait très bien que dans ça, les... Ouais, voilà. Enfin, non, je nie pas. Hein. Je trouve ça intéressant. Mais une histoire de vie, etc. L'histoire de vie, oui. Mais parce qu'on trouve aussi des homosexuels qui, au cours de leur vie, change d'orientation. N'ont pas toujours eu cette orientation sexuelle. Donc, alors là, il faut probablement distinguer entre hommes et femmes. Chez les hommes, quand un homme change d'orientation, il ne revient jamais en arrière. Et c'est souvent, il ne l'a souvent pas fait pour des raisons sociales, parce que on attend que les parents soient morts ou que les enfants soient mariés, quoi, essentiellement, des trucs de ce genre-là. Chez les femmes, par contre, on sait que l'orientation sexuelle est plus fluide. Et elle peut changer plusieurs fois en cours de vie. Et on ne sait pas pourquoi c'est plus marqué dans un sexe que dans l'autre non plus. Hein. Mais c'est comme ça, il y a des tas de données qui le démontrent au niveau épidémiologique. Mais après, on ne sait pas. On va manger? Ah, madame là-bas. Attendez, prenez le micro parce qu'ils veulent enregistrer toutes les questions. Alors. Des drames parce qu'ils ont été opérés, alors qu'ils même s'ils ont les caractéristiques des deux sexes, peut-être. Qui ont été opérés, quoi, des structures génitales? Oui, voilà. Par exemple, quand des médecins, lorsqu'un bébé naît, quand des médecins se rendent compte que bon, il a les caractéristiques d'un vous voyez, des deux côtés, bon, vous disiez là tout à l'heure qu'ils sont parfois opérés, enfin c'est pas parfois, ils sont par moments opérés, mais si ça tombe, ça peut donner des drames. Enfin, mais ça fait des drames. En fait, tout ce que je vous raconte ici part probablement d'un cas clinique unique, qui est l'affaire Joe Jones, qui a été largement commentée dans la littérature dans les années 60. En fait, il s'agissait d'un petit garçon qui, au cours de la circoncision, je crois que c'est la circoncision où il y avait phimosis, enfin, on lui a bousillé son pénis essentiellement accidentellement. On faisait une électrocautérisation et on lui a complètement bousillé son pénis. Du coup, le psychologue et il est neuroendocrinologue aussi, John Mooney, à l'université de Johns Hopkins, a dit c'est pas grave, on va enlever tout ce qui reste, on va en faire des structures génitales féminines et on va l'élever comme petite fille. Ça se passait, il avait 5-6 mois, quelque chose comme ça. Hein. À l'époque, on pensait que l'éducation pouvait entièrement déterminer le genre de l'individu. Et donc on a commencé à lui mettre des robes, à l'élever comme petite fille. On lui a mis des œstrogènes à la puberté pour faire pousser les seins, etc. Et en fait, et puis Mooney, le chercheur, a perdu l'enfant a perdu la trace de l'enfant, et on l'a retrouvé 20 ans ou 10 ou 15 ans plus tard, et on s'est rendu compte en fait qu'il vivait en tant qu'homme, il avait toujours détesté ses habits de fille, etc. Il avait toujours fait pipi debout, et il vivait en tant qu'homme avec une femme. Donc, c'est ce changement de sexe, de genre qu'on avait voulu opérer par la socialisation avait complètement échoué. Et c'est le cas également des cas d'extrophie cloacale que je vous ai montré ici. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose à partir de la naissance qui soit difficile à renverser, quoi. Mais, de toute façon, c'est dramatique et le monsieur en question a fini par se suicider. Hein, donc voilà, pour vous dire, bon, mais ça c'est encore autre chose. Bon, et les traitements pour essayer de changer l'orientation des gens aboutissent très souvent à des suicides aussi. Hein. Turing, le gars qui avait décrypté le code allemand, là, a fini par se suicider suite aux ennuis qu'on lui faisait à cause de son homosexualité, et on voulait le traiter médicalement pour inverser son orientation, et ça n'a jamais marché, il s'est suicidé. Donc voilà, il y a des tas de cas comme ça, mais le problème, c'est que les cas individuels, on ne sait pas en faire grand-chose. C'est des anecdotes, il faut essayer d'avoir des nombres suffisants et c'est très difficile.
Oui, ça c'est une... C'est une mode, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une mode, c'est un courant de pensée qui est très proéminent en France, plus que dans les pays anglo-saxons en tout cas. Et c'est actuel. Et oui, la négation du genre est devenue quelque chose et de l'identité sexuelle, parce qu'il y a le genre, mais le genre se construit sur le sexe. Il y a le sexe génétique, le sexe hormonal, le sexe gonadal, et sur ça va se greffer le développement du genre qui va souvent, presque toujours être corrélé, parfois ne le sera pas, mais ce sont des choses différentes. Mais bon, la France est toujours très largement influencée par Simone de Beauvoir, qui a dit il y a maintenant 70 ans ou quelque chose comme ça, on ne naît pas femme, on le devient. Et en fait, c'est partiellement vrai, mais partiellement faux aussi. Je crois qu'on est femelle et puis on devient femme. Mais le devenir en femme se fait à partir de facteurs biologiques qui sont, eux, inclus dans le sexe. Le genre se développe sur le sexe et pas indépendamment du sexe. Allez, on va conclure là-dessus. Allez, bonsoir.